Le revers du futur, c'est le podcast de Renouvelle. Le revers du futur comme pied de nez au revers de la médaille. Pour renverser ce fatalisme parfois présent lorsqu'on parle de l'avenir de notre planète. Parce que, pour avancer, il vaut mieux voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Bienvenue dans ce premier numéro du Revers du futur. Alors moi je vais vite me présenter, je m'appelle Samuel Alves, je travaille pour Énergie Commune et je serai donc la voix qui guidera tout au long de ce podcast. Comme premier sujet, on va aborder le recyclage des technologies éoliennes pour parler de ce thème. J'accueille pour ce premier podcast Johanna. Bonjour. Bonjour. Alors, Johanna, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement avant d'entamer les choses? Bien sûr. Donc ça fait 13 ans que je travaille chez Énergie Commune. À l'époque, quand j'étais engagée, ça s'appelait l'APER. Donc ça fait quelques années et j'ai, dès mon entrée, commencé à me spécialiser dans l'éolien. Donc j'ai exercé plusieurs missions pour l'administration, des missions d'expertise de terrain principalement. Et j'en exerce encore aujourd'hui, donc pour l'administration wallonne essentiellement. Et je donne aussi des formations dans le domaine de l'éolien, notamment chez Technifutur pour des agents de maintenance en éolienne. Ok, super. Merci beaucoup pour cette petite présentation. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, au moment où on enregistre ce podcast, c'est la journée mondiale du recyclage. On trouvait que c'était important de parler du recyclage au niveau des énergies renouvelables parce qu'on est aussi dans un monde un peu de surconsommation où on achète, on use, on jette, on rachète. Malgré ça, le recyclage quand même est plutôt bien intégré, j'ai l'impression, dans la vie quotidienne des gens, en tout cas. Mais comment est-ce qu'on transpose ça à plus grande échelle, et donc par exemple dans les énergies renouvelables? Et donc ce qu'on va découvrir aujourd'hui plus précisément avec l'éolien. Mais avant de parler du recyclage en lui-même, on va juste recontextualiser un petit peu. Et on va d'abord plonger dans l'anatomie un petit peu des éoliennes. Et donc, pour mieux comprendre un petit peu de quoi elles sont composées, je te propose d'abord de commencer par les matériaux. Et donc, en gros, les éoliennes, en quoi c'est fait Oui, tout à fait. Donc, on peut commencer par les matériaux qui composent une éolienne. Donc, sous la terre, mais il y a des fondations en béton, environ 1000 tonnes par éolienne. Et ensuite, au-dessus du sol, on a donc un mât qui est typiquement, le plus souvent, en acier. Et pour quelques modèles d'éoliennes, il y a une partie, un socle, une partie du mât qui est en béton. Pour le rotor, la nacelle et tous les autres composants, on a beaucoup d'autres matériaux qui sont nécessaires. Donc principalement des métaux, plusieurs types de métaux, du fer, de l'aluminium, du zinc. On pense aussi au cuivre qui est nécessaire à toutes les connexions électriques, évidemment. Et les pales, elles sont en matériaux composites. Ce qu'on appelle les matériaux composites, ce sont finalement une composition de matériaux type fibre de verre ou fibre de carbone avec une résine. Donc ce sont des matériaux, la pale des éoliennes, c'est un peu comme la coque de certains bateaux. On peut comparer ça, c'est comparable en termes de matériaux. Ok. Quand on parle d'énergie renouvelable, on entend beaucoup parler de l'expression, des termes, les matériaux de la transition énergétique. On entend aussi les termes de terres rares. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que sont ces fameuses terres rares? Oui. Ce sont en fait 17 éléments chimiques qui sont réactifs à certaines propriétés électromagnétiques et qui donc permettent des gains de performance pour les technologies qui les utilisent. Donc on utilise des terres rares dans les renouvelables notamment, mais pas que, dans énormément d'objets du quotidien. Les écrans plats, les disques durs des ordis, des pompes à chaleur, des frigos, etc. Donc en fait, les terres rares font partie de notre quotidien. De notre quotidien, oui, c'est ça. Donc, et c'est vraiment pour de nouveau rebondir sur l'intro du podcast. Donc, c'est vraiment la vie du quotidien, donc le recyclage de ces appareils, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de ces terres? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'elles sont rares? Quand j'entends ça, moi je me dis, j'ai tendance à me dire que c'est simplement parce qu'il y en a peu
Donc, mais j'ai l'impression que ça va un petit peu plus au-delà de ça. Donc, c'est quoi les terres rares? Oui, en fait, l'appellation terre rare est assez trompeuse parce qu'on peut avoir l'impression effectivement qu'il y en a très peu. Mais géologiquement, elles sont assez fréquentes dans la croûte terrestre. C'est juste une question d'exploitation qui est difficile, à la fois économiquement et environnementalement parlant. Donc, c'est une extraction qui est polluante. Très polluante et nécessite beaucoup d'eau, donc des quantités très importantes d'eau pour finalement les raffiner, les extraire. Et cette eau qui va être charriée de polluants, en fait, elle va être difficile à traiter par la suite si on veut éviter effectivement une pollution importante des sols, des nappes phréatiques, etc. Donc aujourd'hui, malheureusement, les terres rares sont extraites et exploitées dans des pays qui sont plutôt laxistes à l'égard des conditions environnementales et sociales des populations. La bonne nouvelle, par contre, dans l'éolien, c'est que la majorité des constructeurs d'éoliennes onshore, donc sur terre, n'utilisent pas d'aimants permanents et donc pas de terres rares. En Wallonie, donc par exemple, l'essentiel des éoliennes se développe sans utiliser de terres rares. Donc en fait, l'éolien ne fait pas partie de ces technologies qui sont obligatoirement utilisatrices de terres rares. Ok. Et en ce qui concerne l'offshore, donc c'est-à-dire sur mer? Oui, donc l'offshore se développe en mer. Et là, des constructeurs d'éoliennes offshore, mais ils n'utilisent plus ces terres rares, ils utilisent le néodyme en particulier, donc qui est une des 17 terres rares, pour fabriquer des aimants permanents, pour équiper certains modèles de génératrices, donc les composants qui créent le courant électrique. Et les terres rares, elles sont intéressantes dans l'offshore particulièrement parce qu'elles permettent de réduire la masse, le poids des turbines, donc des éoliennes, et donc avoir des machines qui sont plus petites, plus compactes. Et aussi, elles permettent d'écarter en fait les temps de maintenance. Donc les maintenances doivent être moins fréquentes quand on utilise des terres rares. Tu nous disais qu'au niveau de tout ce qui est extraction des terres rares, il y a évidemment tout ce qui est un peu derrière, donc la pollution, tout ce qu'il faut aussi, toute l'énergie nécessaire pour extraire ces terres rares, etc. Est-ce qu'on peut les remplacer du coup par autre chose? Alors oui, pour l'instant, comme je disais, beaucoup de constructeurs utilisent des terres rares, surtout en offshore, mais il y a beaucoup de dépendance par rapport au marché chinois notamment, parce que c'est surtout en Chine que les terres rares sont extraites. Et la Chine a forcément aussi des ambitions de développer ses propres marchés, et donc parfois resserre les exportations. Et donc ça entraîne des fluctuations assez importantes sur le prix de la matière première. Donc en fait, c'est aussi pour cette raison-là, pas que pour des questions environnementales, mais aussi pour ces questions-là que l'industrie éolienne consacre beaucoup d'efforts de recherche et développement pour diminuer cette forme de dépendance aux terres rares. Donc elle cherche à développer des alternatives pour le remplacement des terres rares par des composantes qui pourraient proposer des propriétés similaires ou offrir des propriétés similaires. Donc on pense notamment à des supraconducteurs, de la ferrite, etc. Il y a plusieurs projets qui sont à l'état de test ou en cours de développement pour l'instant. Quand on parle de recyclage en général des appareils électroménagers, il y a tout ce truc autour aussi de tout ce qui est donc l'obsolescence programmée. Et donc, ce qui nous vient en tête, c'est la durée de vie de ces objets. Donc, mais qu'en est-il pour les éoliennes? Alors les éoliennes, on disait autrefois que la durée de vie était plutôt limitée à 20 ans. Aujourd'hui, on peut compter qu'elles peuvent rester en service entre 25 et 30 ans. Donc, ce sont quand même des machines qui peuvent durer dans le temps et produire pendant autant de temps. On me dit dans l'oreillette que déjà après quelques décennies, elles peuvent ne plus être fonctionnelles. Pourquoi ? Alors, il y a certaines composantes de l'éolienne, ce sont des machines qui tournent, donc il y a certains composants qui sont constamment en rotation. Et donc, ça entraîne forcément de la fatigue, de l'usure de matériaux. Il y a aussi beaucoup de normes qui évoluent, notamment tout ce qui est électronique, électrique. Il y a énormément de composants électroniques et électriques dans une éolienne. Et donc, on peut faire d'autres parallèles avec, par exemple, des voitures. On peut bien entretenir les machines, on peut bien les bichonner,
mais ça a parfois certaines limites et parfois il faudrait remplacer certains composants majeurs, la boîte de vitesse par exemple de l'éolienne, et du coup c'est un coût très important. On appelle ça des opérations avec le terme technique de revamping ou de rétrofit. Donc c'est une forme de rénovation des éoliennes pour essayer de prolonger la durée de vie et essayer aussi éventuellement, si on change des composants, de les rendre encore plus performantes que ce qu'elles n'étaient auparavant. Donc c'est vraiment, comme tu disais, c'est vraiment comme cet objet du quotidien, vraiment comme les voitures. Elles vieillissent, on risque la panne, et ensuite il faudra faire sans doute face à de gros coûts pour le remplacement de certaines pièces. Oui, exactement. Ouais. Et parfois, la crainte de la panne entraîne l'achat d'une nouvelle voiture. Mais alors, d'autres fois, ce sont des questions purement économiques qui justifient le remplacement des machines, des éoliennes. Chez nos voisins français, par exemple, donc ils ont un système de prix d'injection fixe d'électricité qui fait qu'en fait, c'est assez fréquent à l'issue de ce système, donc, qui dure 15 ans, c'est assez fréquent que les exploitants choisissent de remplacer leurs éoliennes et de les démanteler complètement parce qu'elles sont rentabilisées et que, en fait, ça présente plutôt un risque financier de continuer à exploiter sans prix garanti. Et donc, sur le plan financier, l'exploitant préfère remplacer, démonter et remettre des nouvelles éoliennes. Aujourd'hui, chez nous, certains parcs éoliens arrivent tout doucement en fin de service. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on les démonte? Qu'est-ce qui va advenir de tout ça? Alors, l'évolution technologique permet aujourd'hui de remplacer des anciennes turbines par des modèles qui sont beaucoup plus performants. C'est ce qu'on appelle, pour utiliser encore un jargon technique, c'est ce qu'on appelle du repowering cette fois-ci. Et ces opérations-là, elles commencent à se multiplier de plus en plus en Europe. C'est une reconception en fait totale du parc éolien. Donc on ne remplace pas par le même type de machine, vu qu'il y a eu de l'évolution technologique en cours de route, mais on reconçoit un nouveau parc éolien avec des nouvelles machines pour continuer l'exploitation. Donc on démonte l'ensemble des éoliennes et on reconstruit d'autres éoliennes, et le plus souvent pas exactement aux mêmes emplacements géographiques. Donc on détruit même les fondations béton et puis on recommence à côté. Mais on va je crois, en reparler dans le fil de ce podcast. Mais donc, en Wallonie, les exploitants des parcs qui atteindront sous peu leurs 20 ans de fonctionnement s'intéressent vraiment au repowering. Donc, il y a eu un premier projet qui a été repoweré à Saint-Odd, dans le sud du Luxembourg, et d'autres sont en projet. On peut citer Perruet, Pontassel, Dour, Butchenbach, Villers-le-Bouillet. Donc une série de parcs qui finalement étaient pionniers dans l'installation en Wallonie et qui maintenant arrivent tout doucement au bout de leur vie. Est-ce que ça permet de gagner éventuellement en production d'électricité? Oui, alors d'après Wind Europe, donc la fédération de l'éolien, les statistiques au niveau européen montrent qu'il y a une diminution de 27% du nombre d'éoliennes par parc, un doublement de capacité installée et un triplement de l'énergie produite. Donc, c'est très intéressant de mettre des nouvelles machines dans les parcs parce que finalement, ça permet d'optimiser au niveau du site par rapport aux gisements venteux qui soufflent. Accessoirement, les nouvelles machines, elles sont souvent moins brouillantes et donc c'est tout bénéfice pour c'est tout bénéfice, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, en gros, sur un même site, on installe moins de machines et on gagne en production et en confort de vie. Qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau de la puissance de ces machines? Donc, on gagne en production parce qu'effectivement, les éoliennes sont plus puissantes, mais aussi parce qu'elles ont des pales plus longues. Et donc, elles brassent une plus grande surface d'air, en fait. Et elles sont capables de tirer plus d'énergie du vent et donc produire plus d'électricité. Et l'allongement des pales, donc pour la petite histoire, ça a été la tendance la plus marquée de l'évolution technologique, je dirais, de la dernière décennie. Les hauteurs de mât et donc de nacelles n'ont pas évolué dans les mêmes proportions. Donc maintenant, au niveau des machines, elles sont plus hautes. Elles sont plus hautes en bout de pale, ouais. Et en termes d'aménagement de site, comme je disais, on doit les espacer plus comparativement aux emplacements initiaux quand on fait du repowering.
Au niveau du volume que ça représente, toutes ces machines à remplacer, qu'est-ce que ça représente concrètement? Wind Europe, encore une fois, estimait à la fin 2020, ce sont les derniers chiffres que j'ai trouvés, que 20 gigawatts des parcs éoliens en Europe allaient subir un repowering dans les 10 ans. Et cela représentait 10% de la capacité totale installée. Donc ça donne une idée, une éolienne sur 10 est concernée par le repowering. Alors là, on a déjà bien abordé tout ce qui est un petit peu la composition des éoliennes, l'aspect un peu plus technique. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, qui est le recyclage et la réutilisation. Que deviennent en fait les structures démontées? Qu'est-ce qu'on fait par exemple du béton et du métal? D'abord, peut-être pour recontextualiser, quand on parle d'éolien, le recyclage est assez récent. Okay. Vu que la première génération de parcs éoliens a atteint son cycle de vie il y a à peine quelques années. Ouais. Et donc, voilà, donc on parle encore de sujets relativement frais, récents. Mais depuis déjà, il y a pas mal d'avancées et de recherche-développement qui ont pu arriver qui ont pu porter leurs fruits, on va dire. Est-ce qu'avant d'en arriver à l'étape du recyclage, est-ce qu'on peut d'abord réutiliser certains éléments, certaines parties des éoliennes? Oui, on peut faire de la réutilisation, donc il est possible de récupérer des éléments spécifiques ou de reconditionner des machines complètes. Donc il y a des filières de récupération de pièces qui se mettent en place au fil du temps et du volume finalement qui est disponible sur les marchés. Au fur et à mesure qu'on démonte des éoliennes, il y a plus de volume et plus d'acteurs qui trouvent une place sur ce marché. Alors les filières de récupération de pièces, ça permet d'entretenir des vieilles dames, des vieilles éoliennes qu'on souhaite encore faire tourner et dont on ne trouve plus les pièces à neuf. Il n'y a pas de standardisation des modèles d'éoliennes, donc les industries actives dans la seconde main permettent la maintenance de modèles qui ne sont plus en production. Donc il y a certains fabricants qui choisissent de ne plus fabriquer certains modèles au fil de l'évolution technologique des machines. On ne fabrique plus certains modèles et donc les pièces ne sont plus forcément disponibles et donc on doit les trouver sur des anciennes machines, effectivement. Donc ça, c'est une première chose. Oui, c'est ça. On assiste vraiment en fait au début d'un réel marché de seconde main pour l'éolien. Oui. Plutôt que d'envoyer les éoliennes complètement à la casse, on peut procéder à un démontage minutieux, donc autre que pour récupérer des pièces, on peut en récupérer l'ensemble de l'éolienne en fait. Et ensuite faire passer ces éoliennes par une phase de très gros entretien, de remplacement de composants majeurs, etc. Et donc une cure de jouvence avant de décider de les réinstaller quelque part. Je vais jouer un peu l'avocat du diable pour continuer un peu à faire le parallèle avec les appareils du quotidien. On est toujours tenté d'acheter du neuf par facilité. Est-ce que c'est le cas pour l'éolien aussi ? Alors, c'est plus facile, sans doute. On peut choisir son éolienne un peu sur catalogue. C'est standard, c'est facile. Enfin, c'est une forme de standardisation, c'est assez facile. On a beaucoup de garanties par rapport au fonctionnement, etc. Mais la seconde main a aussi un intérêt environnemental certain et permet de préserver des matériaux, de l'énergie. Et elle est aussi moins coûteuse, de 30 à 50% selon les stratégies qui sont décidées par les exploitants qui vont racheter les machines. Soit on remplace tous les composants, on remet tout à neuf, soit on décide de prendre un petit risque, mais miser sur la réparation au cours du cycle de vie de la machine. Et donc, on achète encore moins cher. Alors ça, c'est pour l'aspect financier, mais en ce qui concerne le niveau technique, qu'est-ce qui pourrait encourager un exploitant à opter plutôt pour de la seconde main à la place du neuf, par exemple? Alors, le seconde main peut aider à vraiment répondre à une série de contraintes. Il y a parfois dans les permis, qui sont nécessaires pour concrétiser un projet, évidemment, des critères de hauteur
qui viennent en condition pour la réalisation du permis, la construction des éoliennes en fait. Et pourquoi ces critères de hauteur? Pour des raisons, par exemple, de sécurité aéronautique, civile, militaire. Donc les aéroports, par exemple, les zones d'approche, les aéroports, etc., imposent une certaine hauteur d'éoliennes. Il y a quelques années, on parlait d'un standard de 150 mètres. Aujourd'hui, c'est de plus en plus rare pour les nouveaux projets, et donc on voit souvent des éoliennes qui culminent à 180, 200, 230 mètres. Et quand il y a des contraintes de hauteur dans les permis, donc à proximité de certains sites, etc., où il y aurait des contraintes aéronautiques, civiles, militaires, mais la seconde main peut être une alternative qui permet d'équiper ces sites-là, malgré tout, malgré l'évolution technologique et l'indisponibilité des machines de 150 mètres sur le marché neuf. Alors là, c'est des problèmes de hauteur. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui pourraient inciter les exploitants à se diriger vers le seconde main? Oui, il y a des permis qui ont été octroyés il y a quelques années, mais qui n'ont pas pu se concrétiser parce que l'éolien, notamment en Wallonie, souffre d'énormément de recours, et notamment au Conseil d'État. Et les permis qui finalement sortent du Conseil d'État sont les permis qui ont été rédigés parfois il y a 3, 4, 5 ans. Oui. Et donc on ne peut plus acquérir à l'état neuf parfois la machine qui est prévue dans le permis, une fois que celui-ci sort du Conseil d'État et qu'il est purgé de tout recours. Et donc, c'est une des raisons qui pourrait expliquer pour qu'un exploitant a envie de construire son parc, vu qu'il a un permis, évidemment, oui. Et qu'il opterait pour de l'éolien de seconde main pour respecter son permis et les contraintes de hauteur ou de machines qui sont reprises dans le permis. Il y a aussi, c'est des cas plus rares, mais si une turbine dans un parc a subi un dommage ou une panne importante, peut-être elle a pris la foudre, on ne sait pas, il est parfois plus intéressant pour l'exploitant, pour des raisons gestion, maintenance, vraiment du pur opérationnel, ou éventuellement des raisons paysagères, donc pour avoir une cohérence dans un parc, exactement le même gabarit de turbine, de remplacer par un modèle de turbine équivalent. Et dans ce cas-là, s'il a quelques années, on peut trouver l'équivalent sur le marché de seconde main. Et dans chacun des trois cas dont on a parlé, le marché de la seconde main peut offrir la possibilité de trouver des éoliennes de plus faible hauteur en réponse à toutes ces contraintes. Est-ce qu'on en a déjà d'installés chez nous? Non, on n'a pas encore de projet qui s'est concrétisé en Wallonie. Mais de l'autre côté de la frontière linguistique, chez nos voisins en Flandre, il y a un projet, à Maasmechelen exactement, pour des raisons de hauteur, donc de contraintes de hauteur. Et il est clair que le secteur wallon s'intéresse de près au marché de la seconde main et on sent qu'une demande va se développer dans les années qui viennent. Alors quand on parle de recyclage, j'imagine qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Qu'il doit y avoir des réglementations, des contraintes, parce que ce sont des structures lourdes, complexes, potentiellement polluantes. Quelles sont les règles au niveau du recyclage des éoliennes? Oui, alors la région wallonne impose à tous les exploitants de parcs de déposer une garantie sur un compte bloqué, donc pour assurer que le démantèlement du parc éolien pourra être financé, même en cas de faillite de l'exploitant. Et donc, ce montant d'une forme de sûreté, garantie, est fixé dans le permis en fonction de l'estimation du coût de démantèlement, suivant le modèle d'éolienne, suivant les spécificités du site. Donc, c'est vraiment déterminé au cas par cas. Et ce montant, il permet à la région d'avoir la garantie qu'on déconstruira, on recyclera les différents composants. La réglementation impose aussi que les terres agricoles doivent être rendues dans leur état initial, donc c'est-à-dire qu'on vient racler les fondations en béton, on démonte. Après le démontage, il n'y a plus de traces de l'existence. Oui, comme s'ils n'avaient jamais été. Voilà, c'est exactement. Okay. Ouais. Les éoliennes, sans surprise, c'est quand même de grandes structures. C'est composé, on l'a vu, de beaucoup de matériaux. J'ai l'impression que c'est quand même un gros défi au niveau technique pour le recyclage des éoliennes.
Oui, ben, dans une éolienne, oui, on l'a dit, acier, béton, plastique, fibre de verre, des matériaux plus complexes qui sont des matériaux composites. Donc, chacun de ces matériaux va nécessiter un traitement spécifique pour être recyclé efficacement. Mais en gros, on constate qu'une fois séparés, une fois tous ces composants, ces matériaux finalement séparés, 90% de la masse de ces matériaux sont effectivement totalement recyclés. Et qu'est-ce qu'on fait de toutes ces différentes composantes une fois qu'elles sont démantelées? Pour la plupart, elles sont recyclées dans les filières classiques. Donc les métaux fondus, réutilisés. Le béton, il est broyé, il est réutilisé dans des sous-couches de construction, comme par exemple pour les routes. Les plastiques, ils sont recyclés en granulats, ils sont ensuite refondus pour produire des nouveaux produits de plastique. Ce sont surtout en fait les pales qui représentent le plus gros défi en termes de recyclage, parce que justement, de par leur caractère composite, carbone et fibre de verre mélangés dans de la résine, par exemple, on parle de résine époxy ou de polyester, c'est vraiment cette difficulté à séparer ces matériaux qui pose un défi. Mais ça dépasse largement les éoliennes, vu que ces matériaux composites sont utilisés dans beaucoup d'autres applications, les coques de bateaux, je citais tout à l'heure, mais aussi les kayaks, les planches à voile, la carrosserie dans certaines constructions automobiles, etc. Donc vraiment, ce défi de recyclage des composites est plus large que le secteur éolien. Et qu'est-ce qu'elles deviennent, ces fameuses pales ? Alors, l'enfouissement est interdit chez nous, donc on ne peut plus enfouir en centre d'enfouissement technique. Classiquement, elles sont broyées et valorisées plutôt comme combustible dans les cimenteries. Donc, elles remplacent alors du combustible fossile encore, qui est encore traditionnellement utilisé. Une autre possibilité, c'est d'utiliser le broyat de pales pour fabriquer des nouveaux matériaux, d'autres matériaux composites. Donc on les mélange à d'autres matériaux encore pour former une nouvelle matière qui est malléable et donc qui peut être moulée. Cette matière, elle s'appelle écopolycrète. Elle peut être utilisée, cette matière, pour fabriquer des nouveaux produits comme des plaques d'égout, des panneaux pour le bâtiment, etc. Donc il y a vraiment... il y a une façon, quoi qu'il arrive, il y a moyen de faire quelque chose de ces pales, quoi qu'il arrive. Oui, mais d'ailleurs tout récemment, Vestas, donc l'une des sociétés leaders au niveau mondial dans la production d'éoliennes, a présenté une toute nouvelle solution de séparation des composites des pales, sans qu'il soit nécessaire de modifier la composition ou la conception des matériaux. Et donc, cette méthode se base sur un nouveau procédé qui permet de décomposer la résine pour récupérer la matière première. Cette solution pourrait donc s'appliquer déjà aux pales déjà existantes qui n'auraient pas encore été utilisées dans des filières de recyclage ou dans la réutilisation même d'énergie. Donc, elles peuvent s'appliquer à des pales déjà démantelées aussi. Est-ce qu'on pourrait éventuellement réutiliser directement des matériaux de ces pales ? Oui, en dehors de la filière seconde main, du revamping, donc, où on remet du produit pour faire un recoating, encore un mot compliqué, un recoating des pales. Il y a des projets de valorisation des éléments polycarbonates des pales en mobilier urbain, par exemple. Donc, alors, on redécoupe les pales pour faire, par exemple, des abris vélos, des bancs publics, des aires de jeu pour les enfants, etc. C'est assez aérien, comme une pale d'éolienne, bien sûr, et esthétique. Mais peut-être ça va rester assez anecdotique comme moyen de réutiliser ce matériau. Mais finalement, selon les estimations de nos voisins aux Pays-Bas, si seulement 5% de la production annuelle de mobilier urbain était, comme les aires de jeu, les bancs publics, les abribus, étaient fabriqués avec des pales de turbines déclassées, on pourrait recycler environ 400 pales démantelées chaque année dans le pays. Et ça correspond finalement au volume qui est
qui est anticipé aux Pays-Bas. Donc finalement, pas si négligeable. Oui, on peut déjà voir qu'il y a vraiment des solutions qui existent. Est-ce qu'en dehors des pales, est-ce que l'industrie éolienne fait des progrès en termes d'utilisation des matériaux? Oui, en termes d'intensité de matière nécessaire, donc finalement la quantité de matière pour une même installation finalement. Donc la fabrication et l'installation d'une éolienne de 3 MW et demi requiert par kilowattheure d'électricité produite 15% de béton, 50% de cuivre et 50% de fibre de verre et 60% d'aluminium en moins que les machines de 2 MW qui étaient mises en service il y a quelques années. Donc il y a des progrès. Et donc si tu devais conclure, résumer alors tout ça? Et on peut dire que l'éolien cherche encore sa voie entre l'optimum, entre réutilisation, recyclage en fin de vie, mais ça passera très certainement par l'économie circulaire et c'est tout bénéfice pour l'environnement, l'emploi et ça réduit la pression sur les ressources et le besoin d'extraction de matériaux. Eh bien, merci, Johanna, de nous avoir expliqué tout ça. Avec grand plaisir. Personnellement, je trouvais que c'était positif. On voit que les solutions sont là, que c'est possible. C'est motivant pour la suite de la transition énergétique. Et quant à moi, eh bien, je souhaite à nos auditeurs, auditrices, une bonne continuation de journée. Et on se retrouve au prochain podcast du Revers du Futur.